La tentative d'assassinat au Mali, l'agression contre le président de la transition Assimi Goïta le jour de l'Aïd, également l'arrestation de 2 sujets français et d'autres personnes à Madagascar suite à une tentative de coup d'État selon l'annonce du gouvernement, les obsèques de Jovenel Moïse, Premier ministre haïtien, assassiné le 7 juillet dernier, entre autres sujets évoqués dans ce numéro d'Actu 7 pour lequel nous avons l'honneur de recevoir Bala Cissé, qui est docteur en droit public et spécialiste des questions électorales. Bala Cissé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Aziz. Merci Robert. Robert Adandé, directeur des rédactions centrales de La Belle Radio et Télévision. Robert, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Bala Cissé et excellent dimanche à nos téléspectateurs. La tentative d'assassinat du président de la transition Assimi Goïta au Mali a suscité de nombreuses interrogations. Qui a bien pu en vouloir au président Assimi Goïta? Eh bien, on va tenter d'y répondre après, en compagnie de nos invités. On va leur donner l'occasion de réagir après ce sujet. Plus de peur que de mal, mais une situation tout de même regrettable, cette tentative d'agression du président malien par intérim Assimi Goïta. Après la prière et le sermon de l'imam, au moment où l'imam devait aller immouler son mouton, un jeune a tenté de poignarder Assimi Goïta de dos, mais c'est plutôt une autre personne qui a été blessée. C'est ce qui ressort des propos tenus par Latus Touré, régisseur de la Grande Mosquée, à un média international. Le président de la transition au Mali a immédiatement été emmené et ne semble pas avoir été touché du tout. En fonction, depuis le 24 mai dernier, le colonel Assimi Goïta assure la période de transition et l'entourage immédiat du président malien de la transition semble formel sur la thèse d'une tentative d'assassinat. Le président est tout de même sain et sauf, rassure les proches. Également présent sur les lieux, le ministre des Affaires étrangères, Mamadou Koné, accréditerait la même thèse de tentative d'assassinat du président Assimi Goïta au sein de la Grande Mosquée de Bamako. Il faut rappeler que le Mali a été victime de 2 coups d'État en l'espace de moins d'1 an. Les 2 en août, puis en mai, ont été menés par les mêmes colonels de l'armée menés par le colonel Assimi Goïta, qui s'est depuis investi président de la transition. Ancien chef d'un bataillon de forces spéciales, il ne se déplace depuis environ 9 mois, jamais sans ses hommes, cagoulés et armés de fusils d'assaut. Le colonel Assimi Goïta et le nouveau gouvernement nommé par la junte ont assuré et rassuré qu'ils tiendraient l'engagement de rendre les commandes du Mali aux civils après les élections prévues pour le 27 février 2022. Bala Cissé, on rappelle que vous êtes docteur en droit public et spécialiste des questions électorales. Vous êtes également un observateur avisé de l'actualité politique au Mali. Qu'est-ce qui a bien pu se passer selon les informations que vous avez recueillies? Alors, merci beaucoup Aziz, merci les téléspectateurs. En fait, la question de savoir pourquoi nous sommes arrivés là, une tentative d'assassinat du président de la transition. De mon point de vue, je pense que les causes sont lointaines. Il faut chercher, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout surpris à partir de mes informations que je retiens du Mali ou à travers les communiqués ou à travers les discours, l'intervention du Premier ministre et l'intervention du président de la transition pour rassurer l'opinion nationale et internationale. Moi, je ne suis pas du tout surpris parce que les causes lointaines de cette tentative, ça révèle beaucoup de choses au Mali. Parce que si pour faire l'analyse, il faut regarder le premier coup d'État au Mali, c'est quoi? En fait, au Mali, on a un problème avec l'autorité. Moi, je pense quand même qu'au Mali, on a un problème avec l'autorité. C'est-à-dire que l'institution présidentielle au Mali est tout le temps bafouillée, il y a une remise en cause. Parce que, rappelons quand même ici qu'en 2012, le président de la transition a été frappé jusqu'à Koulouba. Donc moi, je ne suis pas surpris. Mais là, il y a un problème quand même qu'il faut soulever. Ici, c'est la question de savoir pourquoi nous sommes arrivés là, ici, aujourd'hui. Nous sommes arrivés là, ici, aujourd'hui, par le fait que la garde rapprochée du président, il y a un problème autour de la garde rapprochée du président parce que je pense quand même que lorsque le président déplace, le pouvoir se déplace avec le président. Mais je pense que tel n'était pas le cas au Mali. Voilà, pendant la transition, je pense qu'il a les complots, on peut parler de tout. Moi, je pense qu'on devrait avoir une remise en cause de la garde rapprochée du président aussi. L'institution présidentielle pose problème au Mali. Moi, je pense que si
il y a plus coup d'État parce que je pense qu'avec la tentative d'assassinat était mal préparée, mais c'était le moyen aujourd'hui pour renverser les règnes. Pour moi, c'était une tentative de coup d'État. Derrière, c'était qui est le bénéficiaire de ça? On ne sait pas. Nous reviendrons sur là-dessus. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, contrairement au président de la transition qui dit oui, c'est un fait divers, c'est un acte isolé. Mais pourtant, aujourd'hui, le procureur, à travers l'information que je tiens à Bamako, il y a le procureur de la République quand même qui met quand même une enquête sur l'affaire. Bon, pour donner la parole aux autres, je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux. Absolument, absolument. Robert Adandé, Bala Cissé vient d'évoquer une remise en cause de l'autorité au Mali. Qu'est-ce qui peut justifier? C'est le manque de consensus qui peut être à l'origine de ce sentiment, de cette défiance de l'autorité? Alors, le Mali traverse une période sensible, une période difficile après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et un acte comme celui-là, même si, certains estiment qu'on peut l'inscrire sur le registre d'actes isolés, devrait, comme le disait Bala Cissé, être considéré assez sérieusement. On pourrait aussi penser à une défection de l'appareil sécuritaire du président de la transition, parce que on n'atteint pas ou on n'a pas une accessibilité aussi évidente à une autorité de la trempe d'un président de la République aussi facilement. Dieu merci, il n'a été rien de grave. L'enquête est toujours en train de suivre son cours. L'agresseur serait de nationalité malienne, agressé. Déjà, le lieu est ce qu'il y a de moins indiqué, parce que le jour lui-même qui était le jour du sacrifice, le jour de la fête de la Tabaski, un jour assez particulier pour la communauté musulmane. Le lieu, c'était la mosquée, un lieu tout aussi solennel, important. Et donc, à ce moment-là, que quelqu'un arrive à avoir cette proximité avec le chef au point de vouloir le poignarder, je crois qu'il y a plusieurs questions à se poser. Dans tous les cas, cela pourrait effectivement donner à penser que par derrière, il y a un sérieux problème de remise en cause de l'homme à la place qu'il occupe en ce moment-là, qui n'est que transitoire, et d'un malaise ambiant au sein de la société malienne éventuellement aussi. Mais ce malaise, Bala Cissé l'a exprimé, semble lointain. Bala Cissé, la classe politique est interpellée. Qu'est-ce qu'il est possible de faire au sein de la classe politique dans l'immédiat? On a entendu ces sorties pour justement condamner cet acte considéré comme un acte isolé. Vous l'avez souligné, ça pourrait cacher des animosités plus grandes, plus fortes? De mon point de vue, pour s'inscrire dans la même lignée que Robert, je dirais parfaitement, en fait, pourquoi les causes sont lointaines. Parce que si on regarde dans l'histoire politico-constitutionnelle et institutionnelle du Mali, on sait quand même que tous les présidents de la République du Mali étaient contestés ou étaient aussi concurrents sur leur pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que la transition est installée avec la peur, la crainte, parce qu'aujourd'hui le président de la transition sait qu'on peut lui faire un coup d'État, il sait, il dort avec ça, il dort avec la peur de la gouvernance. Donc il faut retenir quand même que même les hommes politiques, parce qu'il manque de consensus, parce qu'une transition, en l'absence des élections, il faut un consensus, il n'y a pas de consensus. Aujourd'hui, même au sein de l'armée, il n'y a pas un consensus. Donc ça pose problème aujourd'hui, la crédibilité même du pouvoir. Parce que je fais partie de ces Maliens qui a dit, vous le savez déjà, que j'ai écrit autant de chroniques sur ça pour dénoncer qu'il y a un manque de légitimité, que l'armée aujourd'hui gouverne avec la complicité de la Cour constitutionnelle du Mali. On sait qu'aujourd'hui, l'homme fort du Mali s'appelle Assimi Goïta, autrement dit, le CNSP, le comité qui a fait le coup d'État au président Ibeka est autour du pouvoir. Moi, je pense qu'il y a
n'y a pas de confiance dans la gouvernance aujourd'hui au Mali entre la classe politique et l'armée. Personne ne croit, il y a la duperie. Mais je pense aussi que, parce qu'avant ça, vous savez quand même qu'il y a l'affaire de Boubou Cissé et les autres, avec Arasbach, Mamadou Issifou Bachili. Donc il y avait une tentative de coup d'État aussi. Moi, je ne suis pas été surpris de cet acte, de ce qui se passe au Mali. Je pense que il faut revoir les assises, il faut refonder l'État. La refondation de l'État ne peut pas faire cette transition. Je fais partie de ces Maliens, Aziz, que vous le savez déjà. À l'époque, j'ai dit que c'est intenable de faire la transition en 18 mois. Vous le savez déjà, on a déjà longuement discuté sur ça. Moi, je pense que nous sommes, cette fois, en 2013, en 2012, on a arrêté le train, la marche vers l'avenir du Mali. Mais cette fois, je pense qu'on ne sera même pas à la gare. Je suis désolé pour dire, je suis très pessimiste du cas du Mali. Je pense que si on organise des élections comme ça, le futur président du Mali, soit il sera assassiné comme le président haïtien, soit le futur président, il y aura un coup d'État. Je ne le souhaite pas, mais c'est comme ça. Je pense que c'est grave ce que vous dites. On comprend ce fort pessimisme, mais Robert, ça inquiète quand même, ça interpelle, parce que le pays, le Mali est menacé par justement les terroristes. Le pays est en proie à ces attaques dans les régions notamment du nord et du centre. Il y a souvent des personnes qui malheureusement perdent la vie. Il faudrait peut-être envisager autre chose, un sursaut patriotique pour permettre aux gens de se parler à nouveau, Robert? Oui, moi je crois qu'il faut aller vers cette sensibilisation sur la perception de chaque Malien par rapport à son pays. Il faut qu'on aille vers un consensus, qu'on essaie d'apaiser les tensions, qu'on essaie de faire monter la fibre patriotique, la fibre nationale. C'est très important en une période aussi sensible que celle-là. Bon, c'est vrai que le colonel Assimi Goïta a un calendrier très chargé pour la période qu'il a avant de passer la main, mais il faudrait pouvoir inclure un processus comme celui-là pour apaiser les tensions. Bon, on évoquait l'éventualité d'un acte terroriste, mais il y a eu quand même, il a été rassuré que visiblement, s'il ne s'agit pas d'un acte terroriste, qu'il s'agirait plutôt d'un complot et que des vérifications seraient en cours pour en remonter vers ce qui a peut-être pu être à l'origine de cet acte-là. Bon, le président Assimi Goïta lui-même a indiqué que quand on est leader, il y a toujours des mécontents, qu'il y a des gens qui à tout moment peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, tenter des actions isolées. Bon, il n'y a aucune piste tout à fait fiable encore, on ne tient pas encore le bon bout quant à l'origine de cet acte-là, qui peut être tout à fait fortuit aussi. Un esprit libre et isolé a peut-être pu faire cavalier seul et puis tenter quelque chose. Tout est possible, mais toujours est-il qu'il faut aller vers une sorte d'apaisement des tensions et que l'accalmie, la sérénité regagne les Maliens. Sinon, ce cycle de violence, d'instabilité ne fera que être réédité malheureusement pour aussi bien le Mali que pour le reste de l'Afrique, parce que quand un maillon de la chaîne est mal, l'ensemble souffre. Donc il faut aller vers quand même un apaisement dans ce sens. Vivement l'apaisement au Mali, mais il y a d'autres interrogations en ce qui concerne cette fois la grande île de Madagascar, où des personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles 2 ressortissants français, dans une affaire présentée par la justice également comme une tentative d'assassinat du président Andry Rajoelina. C'est une affaire d'État qui fait aussi bien la une de la presse malgache et internationale qu'une préoccupation au sommet de l'État. Ce jeudi 22 juillet, des ressortissants malgaches et français ont été arrêtés puisqu'ils prévoyaient d'assassiner de hautes personnalités politiques, dont le président de la République, Andry Rajoelina. Une conspiration qui aurait été mûrie et élaborée depuis plusieurs mois, selon l'annonce de la procureure générale de la Cour d'appel, Bertine Razafiarivoni, qui s'est exprimée mercredi 21 juillet. Parmi les personnes interpellées
Congolais, Paul Rafano-Arana, un franco-malgache, et Philippe François, un Français. 2 anciens militaires issus de l'école militaire de Saint-Cyr. Tous les 2 sont des colonels à la retraite. Le premier était à la tête d'un fonds d'investissement. Il a travaillé une dizaine d'années en France comme président-directeur général et a été conseiller diplomatique d'Andry Rajoelina pendant la transition. Son nom avait circulé récemment comme potentiel futur Premier ministre en cas de remaniement. Le deuxième est le conseiller de Monseigneur Odon, l'archevêque d'Antananarivo, et avait notamment servi au Tchad. Selon un média international, ce jeudi matin, le ministre de la Sécurité publique a donné des précisions, notamment sur le nombre de personnes arrêtées. 6 individus au total, un étranger, 2 binationaux et 3 malgaches. Ils devraient être fixés sur leur sort dans les tout prochains jours. Madagascar aussi est secoué par cette affaire de tentative d'assassinat. Robert, il y a 2 sujets français qui ont été interpellés. On n'a pas plus d'informations pour l'instant? Non, on n'a pas plus d'informations. De toute façon, en train de commencer à avoir des jouets. Puisque ça a été la République malgache, Andry Rajoelina, plusieurs personnes aussi bien d'origine malgache, française, des binationaux aussi, puisqu'il y a un sujet franco-malgache qui a également été appréhendé. Il y a 2 cerveaux visiblement de ce coup seraient des colonels Robert, attendez, vous indiquez que les 2 cerveaux présumés de ce coup d'État manqué annoncé par les autorités sont des colonels de l'armée. C'est bien cela. On a un peu de mal avec la liaison téléphonique, mais on va revenir à Robert. Bala Cissé, là aussi dans la grande île de Madagascar, il y a comme un retour vers le passé. Alors, moi, je vais aller dans le même sens que Robert, parce que les Camaliens, il y a une similitude entre les Camaliens. Moi, je pense que pour paraphraser Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, qui est camerounais, que tout le monde le connaît, qui est constitutionnaliste aussi, je pense que les pouvoirs n'est plus sacré en Afrique. Moi, je pense qu'en Afrique aujourd'hui, surtout en Afrique noire francophone, ou l'Afrique en général, je pense que le pouvoir n'est plus sacré, qu'on a un problème avec le pouvoir. Parce que je pense qu'un président élu, qui soit élu au Madagascar ou les Camaliens avec le président Ibeka, moi je pense qu'il y a un problème aujourd'hui. L'armée est un pouvoir qui concurrence les autres pouvoirs aujourd'hui. Je pense que l'armée reste le seul moyen pour arriver au pouvoir en dehors des élections. Je pense que cette tentative d'assassinat aussi ou coup d'État avorté révèle que le pouvoir n'est plus sacré en Afrique. Moi je pense qu'on a un problème, qu'il soit à Madagascar ou au Mali, on a un problème avec le pouvoir. Il y a une mutation du pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire les concepts classiques du droit constitutionnel ou de la science politique, que le pouvoir c'est dans les urnes, la démocratie électoraliste est vidée des sens aujourd'hui, parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui on n'entend plus les élections pour s'accaparer du pouvoir aujourd'hui, comme Madagascar, on tue le président, ou au Mali, où nous allons revenir en Haïti, on tue le président, on arrive au pouvoir. Aujourd'hui, qui bénéficie? Moi, je pense qu'il y a une crise de l'État, une crise de démocratie, il y a une crise même des partis politiques aujourd'hui, parce qu'on voit clairement que l'armée reste par excellence d'arriver au pouvoir. Si le coup d'État ou les tentatives a été reçu au Mali ou à Madagascar, nous allons parler de la transition, troisième fois au Mali, l'autre dans le pays Madagascar, on va parler de la transition. Je pense quand même qu'il faut sacraliser les pouvoirs. Les pouvoirs est désacralisé aujourd'hui au Madagascar, tout comme au Mali. Le pouvoir, Robert Adandé, est désacralisé en Afrique, pour reprendre la citation évoquée à l'instant par Bala Cissé du professeur Maurice Kamto, qui a lui-même été candidat malheureux à la dernière élection présidentielle au Cameroun. Robert, le pouvoir est désacralisé ou bien il s'agit des acteurs politiques qui ont un problème? Les deux, parce que même si les acteurs politiques ont un problème, quand quelque chose est sacré, on le tient en respect. Donc il y a ce pan du problème,
Et il y a aussi, comme vous l'évoquez, une sorte de crise de confiance entre les dirigeants et les gouvernés. Ils ne se retrouvent plus dans les mêmes intérêts que des personnes qui sont censées gérer les leurs. Et malheureusement, au bout d'un moment, on est à une ère où tout est accessible, l'information est accessible, tout va très vite. On est à une ère où les gens décident plutôt de prendre leurs responsabilités et d'en assumer les contre-coups, advienne que pourra. Malheureusement, arriver à un état d'esprit comme celui-là, c'est amener une société vers une forme de dérive, parce qu'au lieu de se concentrer sur ce qui doit impulser ou apporter le développement, on se concentre ou on fait des retours sur des situations qui auraient pu être évitées avec un peu de transparence, avec un peu de symbiose entre les chefs de l'État, les chefs d'État et leurs concitoyens, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on a des chefs qui arrivent à être en phase avec le desiderata de leurs concitoyens, à échanger, à rendre compte, à se comporter de manière transparente vis-à-vis de leurs concitoyens, peut-être qu'on n'en arrivera pas là. Mais comme malheureusement dans bien des cas on n'est pas dans ce schéma-là, et qu'il faut aller quelquefois au bras de fer pour impulser ou amorcer le changement souhaité, bon, on se retrouve dans ces configurations-là avec des initiatives éparses visant à déstabiliser le pouvoir en place, s'en accaparer ou permettre à quelqu'un d'autre de le prendre. On rappelle quand même qu'Andry Rajoelina a été élu dernièrement, même si par le passé, son accession au pouvoir avait été parsemée de pas mal de contestations et d'effusions de sang, puisqu'on avait également eu droit à un conflit post-électoral. En tout cas, pour la... Aziz. Oui. Excuse-moi, est-ce que je peux ajouter quelque chose? En fait, Robert vient de me donner une idée qui est très importante. Moi, je pense qu'en Afrique, qu'il soit à Madagascar, le Mali, qu'on va parler les cas de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un problème de la conquête du pouvoir, les responsabilités. Le problème en Afrique aujourd'hui, c'est la conquête du pouvoir. Par quel moyen on va faire la conquête du pouvoir et par quel moyen la répartition des ressources qui pose problème. Aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, j'appelle ça souvent dans les cas malais la tontine politique. Lorsqu'il n'y a pas de tontine, comme ce que Robert il a soulevé, c'est vrai, j'adhère ça. En fait, il y a un problème. Il y a une crise de confiance entre le gouverné et le gouvernant. Cela est dû à quoi? Parce que aujourd'hui, les gouvernants, ils sont à la conquête du pouvoir et la distribution des ressources que j'appelle la tontine politique. Je pense que nous sommes partis pour toujours dans la crise politico-institutionnelle ou post-électorale, parce qu'en Afrique, il manque des hommes, qu'on peut dire des hommes d'État, parce qu'aujourd'hui, ils ne pensent qu'à leur gueule. Il faut appeler un chat par un chat. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société d'une oligarchie politico-financière et religieuse qui s'installe dans d'autres pays, qui s'accapare du pouvoir, et que le peuple est le plus grand perdant dans l'affaire, que ce soit au Mali, au Madagascar ou dans d'autres pays africains. Alors, un carnet noir dans ce numéro d'Actu 7. Nous allons à Cap-Haïtien, où les obsèques du président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier, ont démarré ce vendredi. Elles ont été marquées, ces obsèques ont été marquées donc samedi par des violences, des Haïtiens ont reproché à la police de n'avoir pas suffisamment protégé le président. On voit à l'image sa veuve blessée également lors de la fusillade, qui a tenu à venir rendre hommage à son époux. On a une situation qui est bien triste à Haïti, et c'est également la photographie malheureusement réelle de la grosse instabilité qui règne dans le pays en raison des questions de pauvreté et de gouvernance. Robert. Oui, et vous voyez, on a trois sujets qui sont malheureusement inscrits dans la même veine. On a commencé par le Mali. Le Mali, avec la tentative d'agression à l'encontre du colonel Assimi Goïta. On est allé un peu plus loin vers tout à l'heure le président malgache
qui a failli être renversé, et là on aboutit à une situation qui a été beaucoup plus dramatique. Ça renvoie à une sorte de fil qui tient un peu malheureusement la société contemporaine ou les sociétés contemporaines africaines, où ça ne va réellement pas entre les dirigeants et les gouvernés et leurs dirigeants. Bon, malheureusement, Jovenel Moïse en a payé le prix lourd, le prix fort, parce que il est décédé le 7 juillet dernier dans des conditions effroyables à son domicile. Déjà, sur ce même plateau, cette même tribune, on s'est posé plusieurs questions, à savoir comment est-ce qu'on arrive aussi facilement à accéder au domicile d'un président qui est censé être l'homme le plus gardé d'un pays, au point de l'assassiner, lui et son épouse, sans que, au niveau de la garde républicaine, il y ait eu de morts, de blessés ou une riposte vive. Bon, c'est une question à laquelle on n'a malheureusement pas encore trouvé une réponse. La sœur du président, très affectée, et un de ses fils, pendant ses funérailles, ont pris la parole et on déplorait ce qui s'est passé. En s'inclinant devant le cercueil, la veuve ou la sœur, la veuve, je crois, Martine Moïse, a dit très clairement on a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté, toi toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Voilà le sentiment des proches. Et c'est un sentiment qui sera certainement partagé beaucoup plus loin, parce qu'un crime reste un crime, quelles que soient les motivations. On a une sorte de je sais pas, de barbarie, de méchanceté vis-à-vis de son semblable. Et il faut vraiment arriver à humaniser davantage les populations. Et pour les humaniser davantage, il faut créer des rapports de confiance, il faut restaurer le dialogue, l'échange permanent. Bala Cissé, c'est vrai qu'il y a avec l'Afrique une proximité sociologique, même si Haïti se trouve très loin en Amérique, mais est-ce que finalement on n'est pas dans une forme de culture de la violence qui s'est installée et qui est peut-être entretenue par les conditions de vie des gens sur place? Je rejoins Robert en disant la chose suivante. Moi, je pense que dans la gouvernance, il y a un problème. Lorsqu'il y a une crise de légitimité, il faut convoquer les élections. Moi, je pense que la meilleure Cour suprême, c'est le peuple. Les problèmes, quel qu'en soit au Mali, en Haïti, au Madagascar, le problème est que lorsqu'il y a une crise de confiance, il faut provoquer des élections. Il faut aller demander encore la confiance du peuple. Mais je pense aujourd'hui, la propriété, il est là, la mauvaise gouvernance, la corruption. Mais justement, il y avait des élections, il était demandé des élections à Haïti qui ont été reportées à maintes reprises et qui était prévu se tenir. Mais je suis d'accord avec vous. Lorsque j'ai écouté les discours de sa femme et les autres, j'ai su l'actualité internationale, ce qui m'a été frappé, c'est comme le cas du Mali que j'ai rejoint Robert, et ici pour donner raison à Robert, lorsque Robert disait que le cas du Mali, comment on peut atteindre un président si facilement, moi je ne parle même pas de ça complot, moi je parle de ça qu'on a effacé l'État. C'est pourquoi je vous ai parlé de la désacralisation du pouvoir aujourd'hui. Lorsqu'on voit quand même qu'à Haïti, comment on peut assassiner un président si facilement dans son domicile, qui a pas eu de mort. Moi, je me pose la question, ce n'est pas un complot. On voulait, comme sa femme, il a dit, moi, je pense qu'en réalité, il ne faut pas chercher des enquêtes plus loin. Franchement, on voulait qu'il démissionne. Il ne voulait pas démissionner, il voulait continuer. On sait quand même quand il aura des élections, il va gagner, on a assassiné. Moi, je pense que ce n'est pas la première fois dans l'histoire politico-institutionnelle d'Haïti. On voit quand même, il y a eu beaucoup de présidents, même dans le même raison. Il y a eu 5 présidents qui ont été assassinés, qui sont d'origine de la même raison que le président qui a été assassiné. Moi, je pense quand même que c'est pourquoi je vous avais parlé. Il y a la désacralisation du pouvoir qui n'est même pas uniquement en Afrique, même en Europe aujourd'hui. Moi, je pense quand même que
cette condition, parce que c'est la mauvaise gouvernance, le problème n'est pas des institutions, c'est le comportement des hommes dans la gouvernance qui dérape, que le peuple souvent, ou une partie que Robert il a dit qui change la donne, qui renverse le pouvoir. Aujourd'hui, c'est pire qu'un coup d'État, ce qui profite des... En tout cas, la situation à Haïti est bien triste. Jovenel Moïse, qui va être porté en terre ce week-end, qui a été porté en terre, ou qui devrait être porté en terre ce week-end au plus tard ce dimanche. On rappelle qu'il a eu droit à des obsèques nationales. Il y a ce sentiment, pour finir avec le sujet, Robert, de trahison, c'est clair. Hein. Ses proches considèrent qu'il a été trahi. Oui, et puis la configuration ou le contexte dans lequel il a été assassiné porte à le conclure tout simplement. Parce que s'il n'y avait pas eu une faille au sein de son dispositif sécuritaire rapproché, peut-être que même si il avait fini par être atteint, il y aurait eu une riposte avec de nombreux morts ou des blessés qui auraient été recensés. Donc on peut quand même penser, en tout cas la situation donne à penser que effectivement il y aurait pu y avoir une trahison dans ses rangs. Maintenant, l'autre chose aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que des situations comme celle-là peuvent entraîner un basculement dans la violence entre les parties proches de la victime et l'opposition. Il peut y avoir après des affrontements qui plongent ou replongent un pays dans des situations de tension, de guerre, de violence. Et il faut pouvoir éviter ça, d'où la nécessité de vraiment avoir une bonne jauge pour prendre le bon pouls de la situation dans chaque pays et prendre les dispositions idoines au moment opportun. Et au Sénégal, cette fois, une actualité qui est moins triste, mais toujours aussi préoccupante, parce qu'il y a aussi des morts et des personnes affectées en plus grand nombre. Il s'agit de la sortie du président Macky Sall à la veille de la célébration de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice pour les musulmans, une sortie pour interpeller, pour appeler à plus de vigilance à défaut de nouveaux tours de vis contre la pandémie de Covid-19. On rappelle que le Sénégal est depuis quelques jours en train d'enregistrer une hausse exponentielle du nombre de contaminations. Samedi dernier, le ministère sénégalais de la Santé a déclaré avoir enregistré 1366 nouveaux cas avec un taux de positivité de 36%. Des contaminations au Covid-19 qui battent de nouveaux records quotidiens au pays de la Teranga. Comme pour y apporter une sensibilisation ferme mais rigoureuse, le président Macky Sall a fait une récente sortie où il a menacé de fermer les frontières et de restreindre les déplacements internes. Ensuite, il a exhorté ses concitoyens au respect strict des gestes barrières pour freiner la propagation du virus. Lors de cette adresse à la nation qui s'est voulue télévisée, le président sénégalais s'est dit être prêt à prendre toutes les mesures nécessaires si le nombre de cas continue à augmenter, avant d'affirmer que l'adhésion massive à la vaccination était la seule stratégie pour se débarrasser définitivement de la pandémie. Jusqu'à cette récente sortie, le président sénégalais avait pris le soin d'éviter d'imposer des mesures trop restrictives pour endiguer le virus, préférant plutôt l'incitation et la liberté individuelle. Mais ici, il n'avait pas d'autre choix que de revêtir son habit de chef de l'État pour hausser légèrement le ton. Les cas augmentent considérablement et nous devons redoubler de vigilance. Une chose est évidente, c'est que les mesures de restriction pourraient fortement perturber la Tabaski, une fête cardinale de la religion musulmane qui, par ailleurs, s'est toujours voulu l'occasion de grands rassemblements entre parents et proches. Mais la consigne est stricte. La célébration de la Tabaski, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays, devrait absolument respecter les mesures barrières que sont la distanciation, le port du masque, le lavage des mains, entre autres. Tout ce qui précède, auquel s'ajoute désormais la vaccination pour ceux qui ne l'ont pas encore faite. À titre d'information, le Sénégal, pays d'environ 16 millions d'habitants, a recensé près de 50 000 cas de Covid-19 pour 1209 décès. Environ 605 000 personnes
ont été vaccinés jusqu'à présent, mais le pays se retrouve confronté à une pénurie de vaccins. Pour y remédier, le ministère de la Santé a annoncé l'arrivée de quelques 500 000 doses de vaccins avant la fin du mois. L'Aïd al-Adha a été célébré au Sénégal mercredi, donc avec une configuration disparate. Certaines communautés religieuses ont donc choisi de garder les lieux de culte fermés, tandis que d'autres ont célébré bien sûr la fête en essayant au mieux de respecter les gestes barrières. Ça montre quand même que le Sénégal, qui a compté parmi les pays qui ont mieux riposté sur le continent africain à la maladie, au Covid-19, il y a plus d'1 an, ça montre que malgré toutes ces dispositions prises, eh bien, il faut doubler de vigilance, Robert ? Oui, doubler de vigilance, c'est même un euphémisme. Il faut être vraiment rigoureux, pointilleux sur cette nouvelle vague qui ramène à plusieurs mois en arrière avec cette grande psychose qu'a connue le pays, qu'a connu tout le monde entier, qu'a connu l'Afrique certainement dans une moindre mesure. Alors le président Macky Sall a menacé, il a été ferme, hein, je crois qu'il n'a pas fait dans la langue de bois, il a été très ferme, très rigoureux. Il a menacé de fermer les frontières, de restreindre les déplacements internes face à la multiplication des cas de Covid-19 et il a exhorté les populations à limiter les rassemblements, à réduire les déplacements, ne se déplacer que dans des cas d'extrême nécessité, à arborer le masque, à respecter la distance sociale pour limiter la propagation du virus. Il s'est dit prêt à prendre toutes les mesures idoines, toutes les mesures nécessaires si le nombre continuait a augmenté et n'a pas exclu du tout la fermeture des frontières et les restrictions en termes de déplacements internes. Et certaines sources bien informées indiquent qu'un nouveau confinement pend au nez. La situation au Sénégal, disions-nous, montre qu'il faut être également en alerte ailleurs sur le continent. Certains pays comme le Rwanda ou le Gabon ont également donné des tours de vis avant même que cette nouvelle vague se propage dans certains pays du continent. La réponse, finalement, elle doit être, elle pourrait venir de la vaccination. Bala Cissé ? Alors, moi, je pense que c'est vrai que moi, je pense que je suis vacciné. Je pense que je suis d'accord avec Robert. La fermeté du chef de l'État sénégalais, le président Sall, qu'il soit dans d'autres pays, au Gabon, au Niger, peu importe, quel que soit en Afrique, partout dans le monde, comme Robert a si bien rappelé. J'ai juste ajouté en disant que je suis d'accord avec Robert. Moi, je pense que la vaccination, c'est une prévention. Moi, je pense aujourd'hui, c'est vrai que ce que Robert il a dit, en étant publiciste, en étant constitutionnaliste, il y a nos libertés, qu'il y a une menace sur nos libertés de limiter. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vacciner, c'est protéger contre soi-même. Mais Bala Cissé, si vous êtes en France et vous savez qu'il y a des réserves légitimes également par rapport à l'efficacité des vaccins. Mais cher Aziz, c'est vrai que moi je ne suis pas là pour dire ma vie privée. J'ai eu Covid, j'ai failli mourir, j'ai eu Covid et pourtant je suis quelqu'un qui n'a pas de maladie. Moi j'ai eu du recul aujourd'hui parce qu'une fois qu'on attrape le Covid, on aura du recul. Moi j'ai eu du recul. Si je n'ai jamais été malade par Covid, je ne me vaccinerai jamais. Je suis d'accord, il n'y a rien qui est 100%, mais moi je pense que c'est une prévention qui fait prendre au sérieux. Qui t'a dit aujourd'hui de voir les risques de demain, mais il n'est dit nulle part qu'une fois qu'on est vacciné, qu'on ne peut plus atteindre du Covid. Mais je pense que le plus cas grave qu'on peut s'exonérer de ça. Moi, je pense, de mon point de vue, même je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais je pense, étant
quelqu'un qui a eu Covid, moi je pense quand même aujourd'hui, je comprends la fermeté. Moi j'ai même dit à certains amis, je vais vous faire une anecdote, certains de mes amis qui disent Macron il a dit que nous sommes en guerre en France, moi j'ai dit que nous sommes à la mort. Pour moi Covid c'est la mort. Voilà, nous sommes pas en guerre, nous sommes à la mort. Donc moi je vais être plus dur que le président français, nous sommes à la mort parce que toute personne de jeune, moi je n'avais pas de maladie, sauf que je suis né en Afrique parce que les gens on a déjà connu ça, donc on arrive à résister. Donc moi je suis désolé, moi je pense que la vaccination reste pour le moment la seule solution pour éviter du Covid. Robert, la vaccination, la solution? Alors, après, c'est certainement aux scientifiques, au personnel du corps médical de mais il ne faut pas non plus l'imposer quand même, hein? Oui, si la vaccination est le meilleur recours, toujours est-il qu'il y a de nombreuses réticences qui sont enregistrées à juste titre, peut-être parce que les éléments de sensibilisation apportés n'ont pas été suffisamment à la hauteur des attentes. Mais je crois qu'au-delà de la vaccination, parce qu'il y a une enquête qui est sortie et qui a indiqué que la vaccination ne mettait pas à l'abri de décès en cas de contamination au Covid-19. Ça réduisait certaines gravités, ça restreignait peut-être les facilités de contamination, mais ça ne mettait pas de façon absolue à l'abri, puisque les personnes vaccinées sont des véhicules de transmission du Covid-19, peut-être dans de moindres mesures que les autres, mais le reste tout de même. Le vaccin du Covid-19 ne met pas totalement à l'abri de la contamination, de l'exposition au virus. Moi, je crois qu'il faut, comme on dit, on dit souvent sur notre chaîne, la lutte contre le Covid-19 est une responsabilité aussi bien individuelle que collective. Il y a un certain nombre de dispositions à prendre. De dispositions personnelles et collectives à prendre, que ce soit le port du masque, que ce soit le lavage des mains, que ce soit le respect de la distanciation sociale, etc., etc. Il y a un certain nombre de mesures à respecter, que l'on soit vacciné ou pas, pour freiner la propagation, parce que le vaccin ne donne pas non plus un blanc-seing ou une autorisation totale à tout faire et à faire n'importe quoi. Donc je crois que la sensibilisation, elle doit, comme le discours à la mode est très clair, la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. C'est-à-dire que il est respecté cette liberté d'aller ou non vers le vaccin, mais en suggérant pour que les gens sachent quand même à quoi s'en tenir dans l'un ou l'autre des cas. Absolument, et nous allons conclure avec, en Côte d'Ivoire, après ce sujet en rapport avec le durcissement annoncé ou éventuel des mesures contre le Covid-19 au Sénégal, durcissement annoncé, probable durcissement annoncé par le président sénégalais Macky Sall, sur un fait hautement politique. Il s'agit de la rencontre prochaine, prévue le 27 juillet, entre l'ancien président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis le retour de l'ancien chef de l'État le mois dernier, après son acquittement à la CPI, la Cour pénale internationale, la Côte d'Ivoire restait dans l'expectative de l'annonce de cette première rencontre censée marquer une étape importante vers la réconciliation nationale et la décrispation du climat politique ivoirien. Ce mardi 27 juillet donc pourrait marquer la première rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait causé la mort de plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire selon l'ONU. Ce sera également le premier rendez-vous entre les deux hommes depuis le retour de l'opposant historique le mois dernier. Ces 10 derniers jours, et par le truchement de médias interposés, le temps commençait à monter entre le parti au pouvoir, le RHDP, et le binôme d'opposition PDCI-FPI sur fond de troisième mandat et de violences perpétrées contre les populations ivoiriennes, selon de nombreux observateurs. Le camp du président Alassane Ouattara assure et rassure que malgré tout, la main du président ivoirien a toujours été tendue à
l'endroit de ses adversaires. Il existe un dialogue qui a été initié au départ par le Premier ministre Amadou Coulibaly, qui s'est poursuivi avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et qui se poursuit toujours avec le Premier ministre Patrick Kachi. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly. Rappelant les nombreuses réunions tenues avant le retour de Laurent Gbagbo, le camp au pouvoir estime qu'il n'y a jamais eu d'interruption du dialogue en Côte d'Ivoire et il se poursuivra parce que telle est la volonté du gouvernement. Dans la foulée, il est indiqué que les deux hommes, Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo, ont déjà eu un contact téléphonique au début du mois. La rencontre Alassane Ouattara-Laurent Gbagbo devrait contribuer, Bala Cissé, à améliorer les choses dans la perspective de cette réconciliation et du dialogue entre les acteurs politiques? Alors, Aziz, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'avez invité il y a un an de cela sur votre plateau. Je vous avais dit qu'il faut distinguer les dialogues nationaux inclusifs ou de distinguer entre le dialogue politique, la réconciliation nationale et la réconciliation politique. Je pense que cette rencontre est nécessaire parce qu'il y aura une réconciliation politique entre des poids lourds ou des dinosaures de la vie politique ivoirienne, mais il ne faut pas confondre la rencontre de ces deux personnes qui ça peut aboutir automatiquement à la réconciliation nationale, parce que je pense quand même que ces deux personnes ils vont rester de faire la politique jusqu'à la fin de leur vie. Je pense quand même que c'est des ennemis d'aujourd'hui. Comme l'ancien président ivoirien disait, qu'en politique, s'il y a des mariages, il y a forcément des divorces. Je pense que s'ils vont se marier, il y aura des divorces plus tard à l'approche des élections. Je pense que la réconciliation est nécessaire aujourd'hui, mais je ne crois pas en politique une réconciliation saine et totale entre ces deux acteurs politiques ivoiriens. Parce que n'oublions pas, dans l'histoire politico-constitutionnelle ivoirienne, il n'y a jamais eu de passation de pouvoir entre un président sortant et un président rentrant dans l'histoire constitutionnelle ivoirienne. Donc, je pense que il faut garder du recul avec cette rencontre quand même, qu'ils ne seront pas des amis de demain, mais il peut essayer d'apaiser le climat. Robert Adandé, l'ancien président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont rencontrés. Ils semblent préparer un front commun pour la prochaine élection présidentielle. Est-ce que cette nouvelle configuration pourrait être redoutée par le parti au pouvoir? Bien évidemment, parce que c'est quand même deux poids lourds de l'échiquier politique ivoirien, et on a un président Alassane Ouattara dont on attend quand même à ce stade qu'il passe la main. C'était déjà prévu, n'eût été le décès de son dauphin Amadou Coulibaly. Donc il est attendu que le président Alassane Ouattara passe le flambeau comme lui-même il en avait pris l'engagement, et celui qui sortirait candidat de cette union entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié pourrait effectivement cristalliser toutes les bonnes auras de ce rendez-vous électoral. Maintenant, en politique, rien n'est gagné d'avance, tout est potentiellement peut être remis en cause à n'importe quel moment, donc on verra bien. Toujours est-il que cette rencontre du 27 juillet entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, deux ennemis jurés entre griffes, pourrait déjà donner davantage de matière pour savoir quelle peut être la suite. En fait, difficile de savoir quelle sera la suite, mais c'est un rendez-vous scruté. Il y a beaucoup de spéculations. C'est un rendez-vous qui intervient dans la foulée de la période qui est considérée par beaucoup, qui a été annoncée comme celle du retour également de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous pensez que cette rencontre sera déterminante quant à l'effectivité de ce retour? Oui, je crois que cette rencontre va être déterminante. Déjà que le retour de Charles Blé Goudé n'avait pas posé ou ne pose, bon, en dehors de quelques des charges retenues contre lui,
et bon, qui pourrait faire l'objet de compromis ou de négociations. Je crois qu'à partir du moment où il a été acquitté, la suite logique peut être le retour son retour au bercail. Maintenant, puisqu'il est prévu entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo une rencontre, il va sans dire que ils vont évoquer ce sujet-là très certainement. Un sujet qui sera évoqué dans les conclusions seront attendues. Pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les intentions de Laurent Gbagbo pour la suite, mais vous le voyez se remettre dans la course tant que la loi ne le lui interdit pas, ou bien peut-être va-t-il faire la promotion d'un cadre plus jeune, sait-on jamais? Alors, sait-on jamais, bon, il est souhaité par beaucoup qu'il passe la main, mais bon, certains pensent aussi qu'il y a peut-être pas une revanche à prendre, mais un temps à rattraper, tout le temps de cette détention où ces élans politiques ont été réfrénés, ont été mis en stand-by. Vraiment, c'est un gros point d'interrogation. On verra bien, on verra bien quelle suite il donnera lui-même. Mais bon, il y a certains, puisqu'il n'y a pas de consensus entre les différents courants qui portent sa cause, est-ce qu'on trouvera quelqu'un qui fera l'unanimité en dehors de lui-même? Ça, c'est une autre question qui reste sans réponse dans l'immédiat. Nous allons conclure avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. On note que Bala Cissé a certainement eu un problème de connexion et qu'il n'est plus visible sur notre plateforme. On le remercie d'avoir répondu à notre invitation. Les Jeux Olympiques de Tokyo, avec les prestations des saisies, 4-4, Robert, contre la Chine il y a quelques heures. On a en football la Côte d'Ivoire qui a plutôt fait bonne. L'équipe de basketball masculine du Nigeria en préparation a battu le 10 juillet les États-Unis, suivi quelques jours après de l'Argentine. Oui, on a quand même eu une bonne entrée en jeu des Ivoiriens. On a eu les Zambiens qui ont été allés un peu à tâtons, mais ont eu l'occasion de se ressaisir très vite. On a le Nigeria qui fait office de outsider avec de très bonnes performances. Bon, on va se permettre de rêver et puis de penser que on aura quand même quelques bonnes médailles au terme de cette compétition de haut niveau. Mais toujours est-il que pour le moment, on a des équipes africaines qui font plaisir à regarder. Des équipes africaines qui font plaisir à regarder. On rappelle qu'en football, les 3 équipes qui représentent le continent sont les équipes de Zambie chez les dames, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. C'est ici que prend fin ce numéro d'Actu 7 que nous remercions d'avoir regardé. Nous avons été en compagnie de Bala Cissé, constitutionnaliste, docteur en droit public et également spécialiste des questions électorales. Nous n'avons pas pu garder la liaison téléphonique pour lui permettre de conclure cette émission. Robert Adandé, directeur des rédactions centrales de Label Radio et Télévision. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme.